peser dans les débats, être entendu. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est que les victoires qu'on a réussi à obtenir, c'était souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, quand on était unis. Je me rappelle notamment, alors je ne sais pas si c'est une vraie victoire, parce que dans les faits, ça n'a pas été toujours suivi, mais quand il y a eu le problème des primes aux auxiliaires de vie, on est parvenu à signer un courrier au gouvernement à 8 fédérations pour faire entendre la voix des auxiliaires qui n'avaient pas été prises en compte dans cette histoire de primes. Donc ça, c'était resté quand même très présent dans un coin de ma tête. Et je me disais que bon, il fallait arriver à un moment donné à multiplier ces actions collectives et que même si je comprenais pourquoi il y avait plusieurs fédés, bah, c'est vrai qu'il y a le public, le privé, l'associatif, le soin, l'aide, l'entreprise, l'association, ben voilà. Donc tous ces courants sont représentés, les employeurs, les employés, mais du coup ça fait quelque chose de très dispersé et on n'a pas réussi à obtenir le minimum réglementaire pour le secteur. On est très dispersé et donc j'avais très à cœur, je me disais comment on pourrait faire voilà, le temps peut-être d'un petit J'imagine espace, pour avoir plus d'impact, j'imagine. voilà, pour être fort et Mm. ensemble. Il y avait cette campagne présidentielle qui commençait. On entendait un peu c'était avant l'affaire Orpea, donc du coup, on entendait un peu la question du grand âge, mais pas trop. Et moi, je savais que quand on parlait grand âge, on ne parlait pas de nous, on parlait des EHPAD. Puis après, il y a eu cette déflagration, donc du coup, on a encore plus parlé des EHPAD. Et puis quand on parle du virage domiciliaire, bah, c'est toujours, voilà, on dit que les Français veulent rester chez eux, mais en fait, il n'y a aucune proposition politique, budgétaire qui va en ce sens. Donc du coup, voilà, j'avais comme ça, je me disais, mais il faut qu'on se regroupe, qu'on se rassemble. Bon, voilà. Et je ne savais vraiment pas par quel bout prendre. Et puis, j'ai rencontré Patrice Lassalle qui m'a dit, mais si tu veux, Daphna, je mets à la disposition de ce collectif la plateforme Idealco. Et je me suis dit, là, on a un outil intéressant. Peut-être qu'on pourrait commencer par là. Et donc, du coup, j'ai posté sur les réseaux sociaux cette proposition. J'ai téléphoné à la fois des directeurs d'entreprises, des directeurs d'associations, des auxiliaires de vie, des responsables de secteur, des gens, voilà, je pense à Pierre Béard, parce que ça le conseille, le truc un peu, prendre un peu de hauteur. Et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont dit que c'était une bonne idée. Et on a fait comme ça un petit groupe. On a testé nos idées. On s'est challengé. Là, on s'est dit, hein. Et en fait, moi, ce qui m'importait, c'était qu'on arrive à réaliser un document commun qui ferait consensus, où on évacuerait en fait tout ce qui nous divise pour ne se concentrer que sur ce dont on est d'accord. Enfin, voilà, il y a des sujets où il n'y a aucun débat et pourtant on n'a pas réussi à obtenir des choses évidentes. Oui, Voilà. en fait, je pense que c'est les spécificités de chacun des acteurs qui peut être un talent d'Achille. Et toi, tu fais l'intersection, Je ne tu sais fais le pas commun. si c'est un talon d'Achille parce que c'est bien la diversité de points de vue et enfin voilà, c'est Mais ça. après, pour parler d'une seule voix, c'est peut-être plus Mais difficile quand pour même. parler d'une seule voix, c'est difficile. Et en même temps, on n'a tellement rien obtenu en 15 ans, 20 ans, on n'a tellement rien obtenu que je me suis dit, voilà, parce que même le tarif plancher à 22 euros, c'est sûr que c'est la première fois qu'on obtient quelque chose, voilà, mais on ne peut pas dire que c'est fantastique, on aurait dû l'avoir depuis très très longtemps. L'équité territoriale pour les Français, c'est quand même un minimum. Et 22 euros, on est en deçà du coût de revient d'un service d'aide à domicile. Donc, c'est mieux, mais parce qu'on part de tellement loin. Voilà, et donc du coup, on a lancé le collectif, on a fait une première webconférence très riche parce qu'en fait, il n'y avait pas d'experts. Je ne dis pas que les experts sont pas nécessaires, mais en tout cas, lors de cette première webconférence, il n'y avait pas d'experts. Il n'y avait que des gens
qui vivaient nos vies, quoi. Une auxiliaire de vie, une directrice de service d'aide à domicile qui avait elle-même son papa dans un autre département qui avait besoin d'être soutenue, la présidente de Hold Up qui a 90 ans, qui racontait comment elle voyait les choses pour elle et ses proches. Enfin, voilà, c'était que la vraie vie, quoi. Et donc, on s'est dit, bah, dans un mois, on aura rédigé notre manifeste et puis on le présentera aux candidats et puis on essaiera de peser dans les débats. On s'est fait 2 groupes de travail. On a, grâce à Idealco, eu cette plateforme où les gens sont aussi venus déposer ce qu'ils avaient envie de déposer. LinkedIn aussi a été, voilà, ça a été très riche. Il y a eu plein d'échanges partout. J'ai commencé à recevoir des mails. Enfin, voilà. Mon travail a été de regrouper tout ça, d'essayer de rédiger, de commencer à rédiger un document un peu synthétique, ce qui était vraiment pas simple parce que ça fusait dans tous les sens, qu'une proposition venait en contredire une autre. Enfin, bon, je te laisse imaginer, mais bon, ça, c'est la joie de dire, bah, OK, on prend la parole de tout le monde et il y aura, voilà, comme ça, quelque chose de très collégial dans la façon dont on va rédiger ce manifeste. Et puis après, voilà, tout le monde est venu corriger ma copie, modifier ce premier jet, l'enrichir de nouvelles idées, de nouvelles formules. Voilà, il y a comme ça eu un va-et-vient entre les différents participants. Et nous sommes parvenus à élaborer un document qui, je trouve, tient très, très bien la route et que nous avons présenté aux candidats jeudi dernier et que nous continuons d'ailleurs à porter auprès des candidats à la présidentielle. D'ailleurs, je vous montre quand même, je te montre le logo et voilà, le visuel du collectif. Alors, sous la vidéo, vous avez un lien pour signer le manifeste. Alors, si je comprends bien, L'idée, c'est pas de faire une pétition. L'idée, oui, c'est vraiment de co-signer le oui, c'est un texte. manifeste, c'est ça. Si les gens se retrouvent dans ce qu'on propose, dans ce qu'on y dit, voilà, on s'est dit ben, que tout le monde puisse faire de ce texte sien et puisse le co-signer. Et ça Si je comprends, fonctionne plutôt pas mal. Hein. c'est des acteurs du secteur qui se regroupent sur un collectif où vous avez plusieurs actions, notamment ce manifeste. Le manifeste a pour but de faire bouger les lignes sur les élections, enfin sur les candidats, faire bouger les opinions des candidats ou autres. Oui, quels sont les objectifs du manifeste, j'entends? Alors, l'objectif du manifeste, c'est à la fois de nous resituer dans cette réalité du grand âge. Et alors, on n'accompagne pas que les gens âgés à domicile, on accompagne aussi les gens en situation de handicap, les gens malades, les gens accidentés momentanément. Mais c'est vrai que bah, la démographie est telle que bah, la plupart des gens qu'on accompagne, c'est des personnes très âgées. Mais en fait, on voulait aussi raconter qui on était. Peut-être, pour être plus explicite, j'ai surligné quelques passages du manifeste que je peux te lire. Oui. Je peux vous lire. Le domicile est cette pierre angulaire dans laquelle il nous faut compenser, tisser, renforcer les liens et la solidarité pour tous ceux qui seuls ne peuvent continuer à y vivre. L'âge, la maladie, le handicap ne doivent rien ôter du sel de l'existence. Les personnes ainsi accompagnées doivent rester riches de projets, de volonté et de liberté. Ça nous semblait quand même très important de le rappeler. Aujourd'hui, les plans d'aide, notamment les plans d'aide APA, ne nous permettent absolument pas de faire cela. Quand on vient 1 heure ou 2 par jour chez quelqu'un qui aurait besoin de la présence de quelqu'un 6 à 7 heures, voilà, on se rend bien compte qu'on ne peut pas du tout faire vivre cet objectif-là. Il était alors voilà, je ne vais pas tout lire, hein, mais 2-3 passages et puis il est essentiel de donner les moyens aux professionnels de l'aide et du soin d'accompagner la vie et de la prolonger. Les métiers du domicile sont des métiers de lien et d'attachement. Artisans du soin et du soutien, les professionnels travaillent dans l'espace intime de chaque personne confiée. S'il nous faut optimiser au mieux nos ressources pour accompagner l'ensemble de la population, impossible pour autant d'industrialiser nos organisations et d'imaginer des réponses de masse sans nuance et sans singularité. Nos missions demandent du sur-mesure et toute intervention doit pouvoir s'adapter à la particularité de chaque situation. Et je conclurai en disant que pouvoir choisir de vivre et vivre chez soi, c'est avant tout
le choix d'une société qui s'organise pour rendre cela possible. Voilà. Parce que pour toi, si je comprends bien, le constat, c'est que ce que veulent les Français, le maintien à domicile, enfin, rester le plus longtemps possible à domicile, pour l'instant, ce n'est pas satisfait pour tout le monde. Alors, non seulement c'est pas satisfait, mais en plus, c'est pas les décisions qu'ont pris nos gouvernants. En fait, on dit que les gens veulent rester à domicile, mais quand on regarde les dépenses publiques, on voit que c'est 10 milliards d'euros alloués aux EHPAD et 3 milliards et quelques pour le domicile. Alors qu'à domicile, nous accompagnons 2 fois plus de monde, au moins. Alors, il y a ce voilà. Alors l'idée c'est pas de dire il faut donner moins d'argent aux EHPAD, parce que moi je comprends très très bien qu'on accorde, c'est même parfois on comprend bien qu'il y a des situations de nuit, etc. J'entends bien les collègues des EHPAD dire que malgré tout il y a des choses à améliorer, mais en fait ce qu'on voudrait c'est qu'on soit hissé au niveau de l'enveloppe budgétaire. Voilà, là c'est peut-être complètement utopique, mais bon, s'il y a 10 milliards pour les EHPAD et qu'ils accompagnent un tiers de la population âgée, alors du coup, il faudrait 20 milliards pour le domicile qui accompagne 2 tiers de cette population dépendante tous les jours. Tu vois, c'est cette notion-là quand on compare les 2 grosses masses financières, c'est dans cet esprit-là et pas en disant vous donnez trop aux EHPAD. C'est dire non, comprenez que nous sommes les mêmes professionnels, que nous accompagnons les mêmes personnes qui ont fait le choix de rester chez eux et donc il faut nous donner les mêmes moyens pour y parvenir. Il y a aussi des choses qui nous dérange beaucoup dans les politiques sociales appliquées aujourd'hui, c'est la discrimination qui est faite vis-à-vis de la population âgée. À partir du moment où on a 60 ans, on n'est plus en situation de handicap, on n'est plus malade, on est vieux. Et donc, on bascule dans une prise en charge qui est là-bas et qui, si on est au pire de son état, va faire qu'on va avoir au mieux 2 heures par jour. Alors que la prestation compensatrice du handicap, elle prend vraiment en compte la situation de la personne, ses choix. Voilà, il va y avoir un nombre d'heures de calculer en fonction de sa perte d'autonomie, c'est ce qu'elle peut plus faire et ses choix de vie. Une personne donc, en fait, si je comprends bien, c'est rapprocher de ce qui est fait pour les personnes handicapées. Je parle de la pratique ou du budgétaire, faire de même pour les personnes. En fait, nous, on voudrait qu'il n'y ait plus de barrière d'âge. C'est-à-dire que, en fait, la vieillesse, c'est pas un handicap. C'est pas, voilà, il y a des gens qui vont rester en forme tout au long de leur vie, qui n'auront jamais besoin d'un service d'aide à domicile. Et d'ailleurs, si on permettait aux services d'aide à domicile d'être davantage dans la prévention, il y aura encore plus de gens qui n'auraient quasiment pas besoin de nous. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. L'idée, c'est vraiment qu'on calcule le temps alloué, l'organisation allouée à chaque personne, non pas en fonction de leur âge, mais en fonction de la situation. De leur état, quoi. C'est quand même fou de penser que si je fais un AVC à 59 ans, je vais être mieux soutenue que si je le fais à 61 ans. D'accord. Autre point, la disparité dans les territoires, si j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question de gouvernance qui revient constamment. Est-ce qu'il faut que ce soit le département? Est-ce qu'il faut que ce soit l'ARS? Est-ce que ça doit être chapeauté maintenant par la CNSA? Enfin, voilà. Donc, ça aussi, c'est un sujet qui divise. Donc, nous, on l'a un peu contourné. Et effectivement, ce qu'on demande, nous, c'est que, quel que soit le pilote de l'avion, il faut que ce pilote puisse garantir à la fois l'équité territoriale, donc il faut qu'il y ait un cadre, et aujourd'hui, à part l'histoire des 22 € qui est tout nouveau, on voit bien que si on repart sur des signatures de CEPOM, etc., ça va être encore 101 CEPOM différents, 101 mesures, voilà, ça, c'est pas possible, donc il faut vraiment, si c'est toujours le département, il faut trouver une solution pour qu'il y ait un cadre national qui fasse qu'il y a un minimum national où on ne peut pas aller en deçà. Et un autre point concernant la gouvernance, que cette gouvernance puisse piloter à la fois l'aide et le soin.
Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une difficulté majeure qui est que l'action sociale est confiée au département, donc les services d'aide à domicile sont complètement sous la tutelle des départements et, le sanitaire dépend de l'Agence régionale de santé. Donc les SIAD dépendent de l'Agence régionale de santé. Or, en fait, les personnes qu'on accompagne, pour bien les accompagner, en réalité, elles ont besoin des deux. Elles ont besoin de l'aide et du soin. Mais comme ce n'est pas les mêmes tutelles, ce n'est pas les mêmes financements, bah, tout ça est extrêmement compliqué, complique la vie non seulement des services et des professionnels, mais surtout des personnes qu'on doit soutenir et qu'on soutient pas bien, quoi, du coup. On Et puis, bricole. il y a des départements plus riches que d'autres, il y a des départements qui allouent plus d'argent pour les personnes âgées que d'autres. Donc, où il y a encore des grandes disparités entre les départements. Oui, puis après, il ne faut pas se leurrer. Hein, sur la partie aide à domicile, on a une variable budgétaire d'ajustement. C'est-à-dire que les départements, je pense qu'il n'y a pas un département qui est dans une situation financière confortable. Hein, c'est quand même très, très compliqué budgétairement pour les départements. L'action sociale, c'est quand même que des dépenses, hein, ce n'est pas des sources de revenus. Et donc, du coup, chaque plan d'aide non utilisé dans le cadre de l'APA, bah, c'est autant d'économies faites et autant d'argent utilisé pour autre chose, quoi. Et ça ne doit pas être possible. Hein. Il faut, il y a une mesure qu'on pourrait prendre très facilement sans même attendre une loi. Enfin voilà, mais c'est accepter l'annualisation des plans d'aide APA. Enfin, voilà, pourquoi lorsque le mois est terminé, les heures non utilisées par la personne sont perdues alors que peut-être elle était à l'hôpital, que maintenant elle rentre de l'hôpital, qu'elle aurait besoin davantage d'heures dans le cadre de son plan d'aide, que les heures, elles sont là parce qu'elles n'ont pas été utilisées, et on les laisse. Voilà. Donc, pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Enfin, on sait tous pourquoi c'est pour des Raison budgétaire. mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut corriger. Que la CNAF, d'ailleurs, la CNAF, dans le cadre des GIR 5-6, elle a déjà pensé et mis en place l'annualisation des plans d'aide. Et c'est sur l'année, en fait, que les retraités peuvent utiliser l'aide de la CNAF. Autre point, troisième et quatrième point, mais je vais regrouper l'attractivité des métiers et le parcours de formation, ce qui se rejoint quand même, je pense. Oui, oui et non. Donc l'idée, c'est bon, problématique, c'est que vous avez des problèmes pour recruter et fidéliser le personnel. Enfin, certains ont des problèmes pour recruter et fidéliser le personnel parce que le métier n'est pas assez attractif. C'est ça l'idée du démarrage. Bah, on comprend bien pourquoi le métier n'est pas attractif. Hein. C'est vrai que là, c'est des métiers qui sont pas suffisamment rémunérés. Les conditions d'organisation du temps de travail sont extrêmement compliquées parce que, bah, effectivement, les gens, ils ont besoin de nous souvent tout le temps aux mêmes horaires, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir, ce qui peut entraîner des coupures importantes. Quand on est en province, les auxiliaires de vie, elles utilisent leur voiture. Quand on voit le prix le prix de l'essence, enfin, voilà, enfin, comme elles sont en nombre insuffisant, bah, celles qui sont en place travaillent trop souvent le week-end, trop souvent tard le soir. Enfin, voilà, donc du coup, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Celles qui sont en poste ben, sont quand même très exposées à un nombre important d'accidents de travail. On a un niveau de sinistralité plus important dans nos métiers que dans le secteur du BTP. Bon, voilà, tout ça, et d'ailleurs, c'est comme ça, malheureusement, qu'on parle de nos métiers. Tout ça ne donne quand même pas très envie aux gens de s'engager dans notre secteur. Pourtant, moi, quand on me demande de parler des métiers d'auxiliaire de vie, enfin, moi et tant d'autres, hein, on a conscience de la beauté de ce métier, de l'intérêt de ce métier, du lien qu'il se crée entre l'auxiliaire de vie et la personne qu'elle accompagne, de cette nécessaire autonomie et liberté qu'elle a à organiser son travail et à prendre des initiatives. Enfin, voilà, c'est vraiment, je trouve, de plein de points de vue, quelque chose de très riche et un métier dans lequel on pourrait extrêmement s'épanouir si collectivement, et puis si nos politiques sociales nous y aidaient à repenser et à permettre une meilleure rémunération et des conditions de travail différentes. Voilà. Enfin, Lorsque vous parlez également de parcours de formation,
Ça veut dire quoi? C'est pour les fidéliser? C'est pour les professionnaliser? Quel est l'objectif? Quel est votre objectif Alors, à vous? déjà de dire que tout le monde ne peut pas s'occuper, tout le monde ne peut pas être auxiliaire de vie. Voilà, il y a cette idée reçue que n'importe qui pourrait, sauf finalement, il suffit de faire des petites courses, un petit brin de ménage et tout. C'est pas du tout ça, notre travail. Enfin, il y a encore ce vague souvenir là d'être ménagère, où on n'a pas, voilà, on n'a pas pris toute la dimension du travail de l'auxiliaire. Donc, elles ont besoin, donc tout le monde ne peut pas être auxiliaire de vie, et puis elles ont besoin je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, hein, mais Oui. je continuerai à dire elles, mais, mais on a quelques hommes dans l'équipe, enfin, Bon, c'est la discrimination. Je dans blague. nos équipes. Je blague, je blague. Mais, et puis elles ont besoin de formation parce qu'elles ont besoin de connaître les maladies neurodégénératives, de savoir comment réagir, de comprendre quel type de réaction, de savoir équilibrer un repas, de savoir s'organiser. Elles sont amenées à prendre, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand même un très grand nombre d'initiatives. C'est des lanceuses d'alerte. Encore faut-il qu'elles aient été sensibilisées. Enfin, voilà, aux problèmes liés à la dénutrition, aux problèmes de chute, aux problèmes, enfin voilà, une multitude aux troubles du comportement, qu'elles soient capables de comprendre que là, il y a quelque chose qui se joue pas normalement. Donc, c'est des métiers qui demandent des formations. Et en fait, on se faisait la remarque que, je sais pas, moi, quand on va chez le coiffeur pour se faire coiffer, on demande un minimum un CAP coiffure, quoi, pour que les gens touchent nos cheveux, mais pour que les professionnels accompagne ceux qu'on a de plus cher, finalement, bah, on est dans une telle situation qu'on n'est même plus dans l'exigence des diplômes, parce que de toute façon, si on était dans cette exigence-là, bah, il n'y aurait plus personne pour faire le boulot. Et c'est quelque chose qui nous a semblé très important d'inverser. Euh, Par exemple, moi, dans mon équipe, j'ai encore un nombre trop important de gens qui ne sont pas diplômés. Je voudrais pouvoir être accompagné, bénéficier d'un plan d'accélération pour que dans 5 ans, toutes les personnes qui travaillent avec moi soient diplômées d'un niveau 3, quoi. Voilà, donc c'est aussi ce que porte le collectif. Dans les prochains mois, le collectif, ces élections sont très rapides, enfin, sont à très court terme. Dans les prochains mois, le collectif devient quoi? Alors, dans les prochains mois, il y aura les législatives. Donc, on va rester dans le paysage durant les législatives. On va essayer de continuer à faire entendre la voix des professionnels durant cette période parce que finalement, les législatives, c'est presque plus important que l'élection présidentielle parce que si on arrive à convaincre un maximum de futurs députés sur l'importance de nos sujets, on aura peut-être l'espoir de voir arriver enfin la réforme qu'on attend et les financements qu'on attend. Et puis après, très sincèrement, je ne sais pas ce qu'on deviendra. C'est D'accord. vrai que ça a été quelque chose, un élan très spontané, très collégial, collectif, voilà. Et voilà, je ne sais pas si on est voué à se structurer et à durer ou si finalement on aura fait ce qu'on avait à faire durant cette période et puis voilà quoi. Ça, je ne saurais te le dire. En attendant, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, le manifeste peut être bon, lu, bien sûr, et puis signé par tous les niveaux professionnels, enfin, quel que soit le poste que l'on a dans le secteur d'activité, aussi bien auxiliaire de vie que dirigeant. Oui, on ne parle pas beaucoup des intermédiaires parce que en fait, nos services ne sont pas seulement composés de directeurs et d'auxiliaires de vie. On a aussi tous ceux qu'on ne voit pas, les coordinateurs, les responsables de secteur, tous ceux qui font vivre l'organisation de nos interventions. Eux aussi ont toute leur place dans le collectif. Ils prennent cher, hein. Il y a une charge mentale sur ces professionnels qui est très, très importante et c'est aussi des emplois qui souffrent de turnover parce que des conditions de travail difficiles. Donc, voilà, c'est aussi leur voix qu'on essaie de faire entendre. Et en fait, on est un collectif tellement large qu'on a aussi accueilli en notre sein des bénéficiaires de nos services, des aidants,
des assistantes sociales de CCAS qui mettent en œuvre les politiques sociales de soutien à domicile. Enfin, voilà, c'est tous ceux de près ou de loin qui sont concernés par ce sujet ont leur place à nos côtés. Voilà, et ont leur place pour co-signer le texte qu'on a proposé, qui se veut à la fois idéaliste et pragmatique. Enfin, voilà, parce qu'on a rappelé de grands principes et puis après, on a été aussi force de proposition sur ces 4 points que tu soulevais. J'ai parlé de la non-discrimination liée à l'âge, j'ai parlé de la fusion APA-PCH, mais en fait, j'ai parlé de l'annualisation des plans d'aide, mais il y a aussi des choses à mettre en place d'urgence pour faciliter la vie des intervenantes, trouver une solution pour qu'elles ne payent plus de stationnement, trouver une solution pour qu'elles aient une carte professionnelle pour que quand elles se présentent pour retirer leur matériel auprès des pharmaciens, elles soient immédiatement identifiées. Il y a eu encore, malgré l'épisode du premier confinement et toutes les difficultés qu'on avait rencontrées avec les masques, on a eu encore des difficultés pour obtenir des autotests en pharmacie parce qu'on n'est pas connu de ces professionnels en particulier, mais de la population en général. Voilà, donc il y a des choses à mettre en place très, très vite pour faciliter la vie de celles qui interviennent tous les jours auprès de nos proches. D'accord. Si vous voulez, si vous écoutez la vidéo jusqu'au bout, jusqu'ici, vous pouvez co-signer le texte. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Merci, Daphna. Merci à Et toi. puis, longue vie. Je ne sais pas si on dirait, moi aussi, j'ai envie de dire longue vie au collectif. Merci Bon, beaucoup, bah Daphna. écoute, c'est Merci, l'avenir qui nous le dira, mais merci beaucoup, Daphna. merci à toi.